Indépendant depuis 1956, sous protectorat français et espagnol durant la première partie du XXe siècle, le Maroc est un pays qui a vécu une histoire mouvementée. Historiquement, c'est aussi ce pays qui a, durant la guerre du Rif, décidé de dire non à la domination étrangère, mais oui à la défense de ses droits et de son autonomie. Cet événement est d'ailleurs très important dans la construction de l'identité nationale marocaine. Le Maroc, c'est un pays qui nous évoque beaucoup de choses, des sensations, des odeurs, un sentiment de beauté. C'est une culture gastronomique renommée, des paysages merveilleux, des villes vivantes comme Marrakech ou Casablanca. Le Maroc, c'est une partie de l'Atlas, la sublime plage blanche au sud d'Agadir, la magnifique mosquée Hassan II ou les rues colorées de Chefchaouen, la perle bleue du Maghreb. Le Maroc, c'est aussi un peuple aimant, passionné, uni, fier. Également un pays qui a fait du football un de ses poumons. Son championnat est réputé et les Lions de l'Atlas sont parmi les plus grands d'Afrique. Le mondial de 2022 nous l'a montré et résonne avec celui de 1986, avec la CAN de 1976. La culture foot y est sensationnelle, la culture ultra et du supporterisme également, avec des ambiances incandescentes et uniques. Qu'est-ce qui caractérise le foot au Maroc? Présentons sa passion, son histoire, ses clubs. Quel avenir pour ce pays qui s'est porté candidat pour accueillir la CAN en 2025 et qui rêve grand? On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce 7e épisode de Zoom sur le foot, le deuxième en Afrique. Et nous voici au Maroc. Avant qu'on commence, vous êtes presque 50% à regarder les vidéos de la chaîne, mais à ne pas être abonné. Donc pour le soutien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit, rapide et ça soutient. Zoom sur le foot s'arrête donc au Maroc aujourd'hui, un pays super intéressant à analyser, qui m'avait été proposé en plus en commentaire, et ça semble en plus adéquat d'en parler maintenant après la Coupe du Monde, il y a plein de choses à dire. J'en profite d'abord pour remercier le journaliste marocain Hanif Ben Berkane pour les précieuses informations à mes réponses à mes questions qui m'ont aidé pour la vidéo. Et ensuite pour faire une salutation bien sûr à tous les Marocains qui regarderont cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours avec ce format, on commence par le championnat et les clubs marocains, un des meilleurs championnats d'Afrique. Quand on avait parlé du Sénégal, on avait dit que c'était un championnat très moyen, professionnel seulement depuis quelques années. Là, on est dans un très bon championnat qui s'appelle la Botola. Et ce, même s'il existe quand même beaucoup de disparités entre le peloton de tête et la moitié de tableau, ça reste quand même vraiment un bon championnat en Afrique. Malgré parfois quelques petites difficultés aussi avec les instances, quelques affaires aussi un peu louches entre les présidents de certains clubs, c'est un championnat qui devient de plus en plus compétitif. On le voit sur le continent africain par exemple, et on en parlera après. Il y a 16 clubs dans le championnat, dans la première division. Le premier, bien sûr, est champion à la fin de saison. Les deux derniers descendent à l'échelon inférieur. Les clubs les plus populaires, il y en a deux, clairement, c'est le Raja et le Wydad. C'est le derby de Casablanca, la plus grosse rivalité du continent. Le Wydad a remporté 22 championnats, c'est le tenant du titre. Suit ensuite un club qui a disparu, l'US Marocaine avec 15 titres. Et puis le Raja, troisième avec 12 sacres. Le quatrième au nombre de sacres, c'est un autre club populaire au Maroc, le Phare Rabat, si je prononce bien. C'est d'ailleurs, au moment où je m'enregistre, le leader du championnat, qui n'a jamais été relégué et qui a gagné sa dernière couronne au Maroc en 2008. D'autres clubs sont aussi très populaires, comme l'autre club de Rabat, le FUS Rabat, troisième au moment où je tourne la vidéo, le champion de 2016. Casablanca domine largement au niveau des titres avec 58 trophées, suit Rabat, la capitale, avec 23 sacres, beaucoup plus loin. Le championnat cette année est assez compétitif, c'est passionnant, il y a de l'enjeu, du suspense, des bonnes équipes, et ça fait aussi élever le niveau du foot marocain sur le continent. Pendant longtemps, le Maroc a été un peu en retrait sur la scène continentale avec des périodes de trous. Aucun sacre en Ligue des Champions entre 1965 et 1985 ou entre 1999 et 2017. Néanmoins, le Maroc a marqué de son histoire la C1 africaine. D'ailleurs, le Wydad est le tenant du titre. Il a gagné la Ligue des Champions en 2022, mais aussi en 2017 et en 1992. Le Raja a aussi gagné la C1 3 fois, en 1989, 1997 et 1999. Enfin, les Phares aussi ont gagné la C1. C'était le premier sacre marocain de la compétition en 1985. A noter aussi la bonne santé des clubs marocains. En Coupe de la Confédération, l'équivalent de la C3, fondée sur le modèle de la Ligue Europa, puisque le tenant du titre, le RS Berkane, est un club marocain. Et puis, sur les 5 dernières éditions de la C3, 4 fois un club marocain l'a remporté. C'est le pays le plus titré de la Coupe de la Confédération. Donc c'est clairement un historique, un pays qui, sur la scène continentale, prend du poids, même si l'écart numérique avec l'Égypte, le grand historique qui a gagné le plus de Ligue des Champions dans l'histoire, existe toujours. Au niveau de la ferveur du supporterisme ultra, vous savez que c'est une thématique que j'adore, et bien on est servi au Maroc, notamment avec le derby de Casablanca entre le Raja et Wydad.
Ce qui me frappe dans ces ambiances, c'est la coordination dans les virages, l'ensemble des ultras connectés, transcendés, et puis le bruit que ça fait d'un côté comme de l'autre dans ce stade Mohamed V. Ces deux tribunes sont juste folles. Et on a aussi en tribune des œuvres d'art magnifiques comme ces tifos du Wydad par exemple, réalisés à la perfection. Que dire aussi de ceux du Raja? Oh là là, c'est tellement beau. Puis le rouge contre le vert, c'est ces deux couleurs magnifiques qui s'opposent, c'est vraiment super. C'est difficile de faire des classements où l'on juge les meilleurs supporters du monde, mais clairement, eux, ils en font partie, ils ont une passion si débordante. On peut aussi parler de clubs moins médiatisés, mais Tanger, avec ses Ultra Hercules, c'est vraiment impressionnant également, toujours ces mêmes sonorités assez uniques au Maroc, et puis des mouvements très coordonnés, c'est très beau. Et puis on a souvent au Maroc ces capots qui se mettent sur la piste d'athlétisme ou sur le sol même, c'est assez unique et c'est pas mal. Mentionnons également Rabat, qui progresse bien dans sa culture ultra, ça fait du bruit aussi. Donc voilà, c'est un vrai pays de supporters, des stades à faire si vous aimez les ambiances de feu, les stades bien garnis, chauds et colorés. En réalité, cette passion, il faut aussi l'insérer dans un contexte social, tout simplement hors mouvement ultra. Le football a une place centrale au Maroc, souvent comparé aux pays d'Amérique du Sud, parce que le football est un vecteur important de l'identité nationale, mais tout simplement dans la culture populaire. Et puis il est aussi un moyen parfois de cohésion quand justement il y a des problèmes sociaux ou économiques. Et comme le dit Hanif Ben Barkan, je pense clairement que c'est pas exagéré de dire que le foot au Maroc, c'est un poumon de la société. On l'a vu au mondial avec ces stades rouges, cette folie marocaine dans les stades qui nous a transportés et qui a transcendé le groupe de Regragui. Et le grand poumon de la société marocaine, c'est bien sûr les Lions de l'Atlas, c'est bien sûr la sélection nationale. C'est une équipe qui a mis un peu de temps à démarrer. En même temps, elle est née seulement en 57, après l'indépendance. La première CAN, c'est en 1972. Ils gagneront la seule CAN de leur histoire pour le moment en 1976. S'en suivra une troisième place en 84, une finale perdue en 2004. Mais depuis, plus de finales de CAN, ça fait presque 20 ans, une anomalie pour un tel cador du continent. Et leurs dernières CAN en soi ne sont pas exceptionnelles puisque le Maroc n'a plus joué le dernier carré d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Il y a eu des éliminations dès le premier tour en 2006, 2008, 2012, 2013. Ça a été une période pas facile pour la sélection nationale. En Coupe du Monde, le Maroc va briller lors de sa deuxième édition en 1986 en devenant la première équipe africaine de l'histoire à dépasser les phases de poule. Le Maroc a été éliminé en 8e, mais c'est la première grande épopée du pays, la première grande épopée d'une équipe africaine. Ils vont sortir premier de leur groupe en battant le Portugal 3-1 et en accrochant l'Angleterre 0-0 notamment. Un succès exceptionnel pour ce pays qui était encore à l'époque un nain à l'échelle internationale, emmené par son sélectionneur José Mehdi Faria. Il y avait aussi le ballon d'or africain 1985, Mohamed Timoumi, l'attaquant Abderrazak Kairi aussi qui avait marqué un doublé contre le Portugal. La victoire des Lions de l'Atlas contre le Portugal à la Coupe du Monde 2022 est aussi tout un symbole 36 ans après les Lions de 86 au Mexique. Alors après 1986, le Maroc va jouer les Coupes du Monde 1994 et 1998, mais ensuite c'est la grande traversée du désert qui coïncide aussi avec le gros coup de moins bien de la sélection en Coupe d'Afrique des Nations à l'échelle continentale. Le Maroc loupe 2002, 2006, 2010, 2014. Alors qu'il était dans le top 20 mondial du classement FIFA dans les années 90, le Maroc descend à la 79e place en 2010. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une équipe du Maroc qui n'avait pas la qualité qu'elle a aujourd'hui. Elle a eu un gros trou générationnel. Et puis après, on a une équipe petit à petit qui va se former, un groupe avec des joueurs qui vont devenir des cadres en sélection comme Benassia, guidé par un coach expérimenté, 2 fois vainqueur de la CAN, Hervé Renard, qui prend la sélection 2016 et qui va l'amener 20 ans après au mondial russe en 2018. C'est déjà une grande satisfaction et un succès. Ils n'auront pas de réussite et quelques décisions un peu litigieuses contre eux durant le mondial, dans un groupe difficile composé du Portugal, de l'Espagne, de l'Iran, mais ils ont montré un beau visage. Malheureusement, la CAN 2019 pour le Maroc ne va pas bien se passer avec une élimination contre le Bénin. Exit Renard, coach Vaïd arrive. C'est toujours un peu explosif avec lui, mais il va réussir, à coup de décisions parfois fortes, comme en écartant Ziyech, à qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde 2022. Mais il ne restera pas et partira avant le début de la compétition. Regragui arrive quelques mois avant le mondial, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'incertitudes sur cette équipe. Comment le nouveau sélectionneur allait réussir à mettre ses idées en place et à créer un groupe en si peu de temps. Le pari a été réussi et le travail en quelques mois est immense. C'est le succès d'un homme, bien sûr, Regragui, mais aussi de la FRMF qui lui a fait confiance et qui a façonné ce groupe. Le Maroc produit ses propres joueurs, il les forme et pendant le mondial 2022, il a disposé d'une génération très talentueuse. Hakimi, Mazraoui, Ziyech, Enesri, Bounou, Aguerd, Amrabat, Ounahi, etc. C'est des joueurs qui pour certains sont parmi les meilleurs du monde à leur poste, qui au moment du mondial étaient dans une forme individuelle exceptionnelle, qui avaient aussi beaucoup de signes du destin avec eux et qui étaient chapeautés par les mains d'un coach et du staff qui ont fait des Lions de l'Atlas un groupe gagnant.
Le Maroc bat la Belgique et le Canada en poule, sort du groupe leader, élimine en 8e l'Espagne au tir au but dans un match historico-politique singulier, sort ensuite le Portugal en quart, 36 ans après 86. Le Maroc devient la première équipe africaine à rejoindre le dernier carré d'une Coupe du Monde, tout ça dans une ambiance folle au Qatar, mais bien sûr dans un déchaînement de passion au pays et aux quatre coins du monde où la diaspora marocaine est présente. En demi, le Maroc tombe contre la France avec les armes et les honneurs, mais surtout la tête haute, la fierté d'avoir fait la plus grande Coupe du Monde du continent africain. Le pays a enfin trouvé un juste milieu entre binationaux et formation locale, dont ce coach Regragui qui en est le parfait mélange. Le Maroc s'est distingué par sa solidarité et sa solidité défensive, la marque d'un groupe fort et déterminé. Mais comme l'a dit coach Walid à la fin de la Coupe du Monde marocaine, on ne peut pas devenir les rois du monde sans être avant les rois de notre continent. Le futur objectif, et comme beaucoup l'attendent, c'est de gagner à nouveau la CAN. C'est vraiment une anomalie dans l'histoire du Maroc de n'avoir gagné qu'une CAN quand on est un tel pays, quand on a un tel poids sur le continent africain dans le football. Et donc 2024 en Côte d'Ivoire est un vrai objectif. Regragui l'a bien explicité, s'il ne fait pas minimum demi-finale en 2024, il partira. Le Maroc doit retrouver le toit de l'Afrique, la couronne du continent. On en parlera bien sûr sur la chaîne au moment voulu, mais cette équipe sera vraiment à surveiller. On aura en tout cas une sacrée compétition en janvier 2024. On passe à notre dernier point de la vidéo, un point que l'on aborde toujours dans les zooms sur le foot, c'est le lien entre la politique et le football dans le pays que l'on étudie. Et il faut dire que, comme beaucoup de nombreux pays africains, il y a une forte imbrication entre le foot et la politique. L'État a mis beaucoup d'argent pour le football local, mais c'est surtout pour développer la formation et certains stades. Selon Hanif Ben Berkane, pour le reste, ce sont les clubs qui se gèrent eux-mêmes et malheureusement, ce n'est pas toujours un succès. Il y a parfois des problèmes financiers, des retards de paiement, etc. qui n'aident pas au développement du football marocain. Pourtant, l'État essaye vraiment de dynamiser le foot marocain, de peser par le football, et ça se voit par sa volonté d'accueillir de grands événements. La Coupe du Monde des clubs 2023 a eu lieu au Maroc. La CAN 2025 est aussi un objectif puisque le pays est en compétition avec l'Algérie pour obtenir l'obtention de la CAN que la CAF a retirée à la Guinée. Le grand stade de Darla a été intégré il y a peu au dossier de candidature et devrait voir le jour en 2025, symbole des ambitions du pays. Un stade qui doit permettre d'inclure les provinces sahariennes dans le sport marocain et africain dans une stratégie de dynamisation de son territoire. Le Maroc a aussi été souvent candidat pour obtenir la Coupe du Monde de football, mais a subi 5 échecs consécutifs depuis 2006. J'avais d'ailleurs déjà dit que j'aurais vraiment aimé que ce soit le Maroc qui obtienne le premier mondial d'un pays du monde musulman, on va dire, parce que c'est un vrai pays de football, un vrai pays de sport avec une culture, des stades. Bref, ça aurait été un très bel hôte. Malheureusement, il est frustré depuis plusieurs années. Mais en tout cas, le pouvoir marocain s'appuie sur le sport et les répercussions de ce dernier pour donner du poids au pays sur la scène internationale. On a une forte imbrication entre le foot et la politique. Par exemple, le roi a reçu les joueurs et leurs familles après le mondial. C'est assez traditionnel en soi, mais ça souligne un intérêt pour l'équipe nationale. Autre exemple très parlant, Fawzi Lekja, président de la FRMF, de la Fédération marocaine de foot, est aussi ministre du budget au gouvernement, donc il a deux casquettes. C'est un pays très lié à cette politique du football ou qui politise le foot, parce que dans un pays comme le Maroc, il faut dire que son poids est tellement important qu'il peut avoir des conséquences sociales. Pour conclure cette vidéo, il est l'heure d'évoquer l'avenir. Le championnat marocain va continuer de progresser, s'affirmer encore un peu plus comme un des meilleurs championnats d'Afrique au coude à coude avec l'Égypte. Globalement, l'avenir du foot marocain s'annonce radieux. Il faut surfer sur les progrès vus au niveau sportif et institutionnel pour permettre de bâtir une équipe nationale gagnante. Il y a un terrain fertile pour offrir au peuple marocain des grandes heures. Une CAN, bien évidemment, c'est l'objectif de toute une nation et un objectif qui trotte dans toutes les têtes. La sélection nationale attire, elle forme intelligemment. Tout est bon pour construire une sélection sur le temps long. En revanche, il faudra aussi faire progresser le foot moins médiatisé, plus local, les clubs moins populaires, ce qui compose le deuxième ou troisième wagon du championnat, car le Maroc reste encore un pays assez inégalitaire dans le foot, tant dans les résultats que dans les considérations des dirigeants et des instances. Le Maroc rêve grand et a tout pour s'imposer comme une grande nation sur la planète football. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous serez régalés devant, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, toujours un bonheur de pouvoir parler du foot au Maroc. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager votre avis en commentaire. Proposez aussi des prochains pays à découvrir, même si je vous informe que pour le prochain épisode, on se rendra en Irlande. Excellent dimanche à vous les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao ciao.